Allez, merci de nous rejoindre sur France Mag 2. Bonjour tout le monde, c'est parti pour le rendez-vous du LGF, le grand forum aujourd'hui avec aux commandes de cette émission Tarek Mami et ses chroniqueurs nombreux aujourd'hui. Il y a notamment bien Sabrina Nouri qu'on va saluer, il y a aussi bien sûr Gamal Abina et puis il y a aussi bien sûr Smaïl Chemseddine et Monsieur Tarek Mami, pardon. Salut. Salut tout le monde. Oui, Brahim Hachmel. Bonjour Tarek et bienvenue pour cette émission. Bonjour Medjahed, merci de nous réaliser aujourd'hui. Nous sommes lundi de Pâques, donc notre ami Christophe se repose. Mais les pentokistes, j'allais dire, en tout cas, l'homme du lundi, Gamal Abina, est toujours là, quelle que soit la date, quelle que soit la fête. Sabrina s'est libérée parce qu'on va aujourd'hui refaire le monde comme tous les jours avec chacun son opinion. Et notre ami Ismaïl, journaliste, pareil. Donc aujourd'hui, Medjahed, nous avons 3 sujets à l'ordre du jour. Le premier sujet donc va être, on a dit, le deuxième tour de la présidentielle. C'est dans 7 jours, à la même heure. On aura plus ou moins une première tendance pour les filtrés, les filtrants. Et on saura à quelle sauce, à 16h, 16h30, 17h, nous serons mangés la semaine prochaine. Donc il nous reste 6 jours pour convaincre les uns et les autres. Sur la table, 3 options. Je vais commencer par l'abstention, le vote Macron ou le vote Le Pen. Chacun se décidera en conscience. Et le conseil que je donne à toutes et à tous, c'est de lire les programmes, d'étouffer les sentiments et l'émotion, de réagir, j'allais dire, avec raison, avec la tête, et de considérer chacun de nous, que nous sommes citoyens de ce pays, à la limite d'une manière égoïste, très égoïste, son intérêt particulier qui peut correspondre à l'intérêt général de la France d'abord, et pour ceux qui se retrouvent dans une communauté, de sa communauté. Parce que, donc voilà les 3 options. Le deuxième sujet sera donc le drame que les Palestiniens vivent en plein Ramadan avec l'esplanade de la mosquée d'Aqsa et cette nouvelle idée israélienne de partager, ils appellent ça alors en arabe le partage en termes de temps et de lieu de la grande mosquée. Et donc les colons voudraient pouvoir y aller tous les jours, en gros de 7h du matin à 10h du matin, escortés par la police israélienne. Et donc c'est un petit peu comme ça s'est passé pour, ça va me revenir, donc une mosquée déjà d'Abraham. Et alors là, le partage égalitaire, humanitaire, juste, a fait que les Israéliens disposent de 60% de la surface et que les musulmans ne disposent que de 40% de la surface de cette mosquée. Et le troisième sujet, donc, est la guerre en Ukraine et, cette fois, ses conséquences sur les pays du Maghreb, puisque nous sommes France-Maghreb et qu'il faut qu'on s'occupe de ce dossier. Alors, il y a une dame, donc on va commencer par Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, c'est repos-travail. C'est un repos. Repos-travail, là. Moi, je travaille généralement pas le lundi, alors si tu veux, pour moi, c'est un lundi comme les autres. Voilà. Alors, il y a quelqu'un parmi vous qui a des enfants, de petits-enfants qui ont demandé... Ah oui, alors ça c'est sûr que ça, on ne déroge pas la règle. Alors, alors, pas les Kinder, bien évidemment, oui. Mais tout le reste, c'est open bar. Hein. Voilà, donc ils ont eu droit. C'est peut-être ça qui est merveilleux en France et dans notre communauté franco-maghrébine, franco-musulmane, c'est que nous avons la chance, nous, d'avoir compris qu'on peut fêter toutes les fêtes. Absolument. Sans que ça nous sorte de nos cadrans, ni culturels, ni religieux. Voilà. Ça n'a pas de sens. Alors, Smaïn, des œufs pour les petits? Ah bah surtout mon fils, il n'arrête pas de me demander pas des œufs, des chocolats tout simplement. Des chocolats. Et ben voilà, je me plie devant ses exigences. Des fois, on a l'impression que ces traditions disparaissent et hop, quand la date arrive, quand par enchantement, ça revient. Absolument, j'ai pas cette impression que ça disparaisse. Les enfants, en fait, ils sont vraiment... De toute façon, ils profitent de toutes les occasions et ils ont bien raison. Gamal, sur les œufs? Ah, moi, tout va très bien, j'en prends pas. Et le chocolat? Lui. Je n'aime pas le chocolat. Il n'y a pas de petits-enfants dans les parages, dans la famille élargie Si, mais on n'est pas franchement fan de chocolat, c'est pas... sans plus, quoi. Bon, c'est juste pour la fête. Non, même le chocolat, j'aime pas ça. La matière en elle-même, pour la fête, j'aime bien, c'est pas le problème, hein, on peut s'amuser, mais les œufs de Pâques pour le chocolat, franchement, je crois pas. Après. En tout cas, on profite de cette émission pour souhaiter bonne fête Oui, voilà. aux 3.
religion, Absolument. puisque nous avons, nous, le ramadan qui se continue. Les juifs, ils ont Pessah, et les chrétiens, donc, ils ont... Et Pâques. La Pâques chrétienne. Voilà. Et vous savez que, si j'ai bien compris le système, ça revient une fois tous les 30 ans. Ah, bah, ça, le alors. fait que ce soit aligné. Ouais. Je suis d'accord. Parce que c'est un petit peu comme le ramadan chez les musulmans, qui va revenir une fois tous les 30 ans ou 33 ans, à la même date. Donc au mois d'août, c'est une fois tous les 30 ans. On recule tous les ans de 12 jours. Voilà, et donc c'est lui qui va vivre en gros jusqu'à 90 ans, il va faire 2 fois le ramadan quand on est adulte, pendant l'été, et puis 2 fois l'hiver, et ainsi de suite. Et donc c'est une belle occasion pour souhaiter à tous nos compatriotes, quelle que soit la religion, donc leur fête, et pour tous les autres qui profitent des chocolats, et qu'ils commencent donc à réfléchir sur leur vote pour dimanche prochain. Donc on commence le premier sujet, Sabrina toujours. Est-ce que ça stabilise le choix, mais on ne vous le demande pas, parce que vous êtes quand même à la fois une militante guerrière, active pour le parti de Mélenchon. En plus, si j'ai bien compris, il y a des chances pour que vous soyez candidate aux législatives. Donc, mais est-ce que votre choix est arrêté aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes parmi ceux qui disent on va regarder la consultation, ce que dit l'un, ce que dit l'autre? Non, moi alors bien évidemment par rapport au mouvement, il y a une consultation qui a été faite, il y a eu un résultat, il y a eu des... On peut le rappeler pour les auditeurs de France Maghreb 2, le résultat? Oui, bien sûr. Tu les as ou tu je les ai, mais je préfère... Non, mais moi je les ai, mais je préfère, pas les pourcentages, mais les tendances, mais je préfère que ce soit vous quand même. Oui, la mélenchoniste du service qui... 23%. Alors écoute, moi j'ai les chiffres. Ouais. Donc moi j'ai 37% pour le vote blanc nul. Donc ça fait 81 000 voix. 71 000 voix, 33% 40 pour Macron. Et l'abstention, 62 342 voix, donc 28%. Donc pour refaire une cote mal taillée, il y a 3 tiers, quoi, en gros. Ouais, en gros, un tiers d'un côté, un tiers de... Donc, mais ça, c'est un résultat qui fait en fait que 2 tiers ne seraient pas pour le vote pour Macron, alors que la parole du chef a dit pas une voix. Donc c'est le tiers qui va aller à Madame Le Pen, qui correspond pas. Les électeurs étant libres de leur choix jusqu'à la dernière minute. Déjà. Bon. Déjà. On revient dans un instant avec la suite, et puis vous pouvez intervenir évidemment au 01 40 33 9000 si vous voulez réagir, chers auditeurs. On revient dans un instant, bougez pas. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2 pour la suite du Grand Forum avec Tarek Mami et ses chroniqueurs en direct sur France Maghreb 2. Merci Mediahead. Donc Gamal, est-ce que votre vote est stabilisé? Mais moi, il est catégorique mon vote. D'ailleurs, je rejoins en cela la courageuse, parce que c'est la guerrière. Je vous le dis ici sincèrement, Sabrina Nouri, notre amie, je la considère comme une femme extrêmement courageuse et combattante. Et je lui rends hommage pour ça. Elle est tellement courageuse qu'elle a pris une position qui est courageuse aussi. Elle dit je voterai Macron. Pourquoi? Parce que Madame Nouri, contrairement à certains imbéciles de chez nous, et j'utilise le terme à dessein, elle a une conscience politique. Elle sait que voter Le Pen ou ne pas voter, c'est donner le risque d'une voix à l'extrême droite. Et malheureusement, aujourd'hui, j'entends partout, j'ai encore vu un texte, je l'ai partagé tout à l'heure. Parle bien devant le micro, c'est bon là ou pas? Voilà, c'est parti. Voilà, j'ai eu quelqu'un qui a fait un appel. Écoutez l'aberration des propos. C'est très rapide, mais c'est hallucinant. Il a dit je voterai contre Macron pour des raisons, des raisons qui lui appartiennent. Personnelles. Des raisons personnelles, il règle des comptes. Ouais. Mais il dit, et surtout Macron en tant que musulman, donc c'est plus un vote citoyen, a attaqué l'islam, a fait ceci, a fait ce qui n'est pas faux. C'est vrai qu'il y a eu des lois restrictives. C'est Marine Le Pen, c'était un ange descendu du ciel pour protéger les musulmans. Alors que Marine Le Pen, elle a donné la couleur tout de suite. Sans hésiter, et je parle aux musulmans qui votent en tant que musulmans. Elle a dit qu'elle ferait interdire le voile. Elle fait ce que personne au monde n'a fait. Elle est tellement médiocre. Il faut rappeler tout de même le propos de cette femme qui est très médiocre. Parce que sur un plan intellectuel, son père, il était assez brillant, mais elle, c'est pas le cas. Elle a dit une fois devant Léa Salamé, qui est censée être d'origine arabe, je rappelle, libanaise, oui, qui a oublié d'où elle venait d'ailleurs. Elle a dit à Léa Salamé, et ça c'est vraiment vous dire le niveau de médiocrité des personnages, Bourguiba en Algérie, le président Bourguiba. Alors on commence d'abord par Bourguiba est tunisien, et c'est en Tunisie, et il n'a pas fait interdire le voile, c'est faux. Ça, c'est une idée reçue. Il a mis sous contrôle, effectivement, les frères musulmans. Et puis, il a incité à... Il y a eu une incitation à la cérémonie de dévoilement qu'on connaît très bien, mais c'était une incitation proactive, parce qu'il voulait moderniser la Tunisie dans sa façon de voir. En revanche, il n'a jamais fait interdire le voile, parce que de toute façon, ça aurait conduit à une révolution. C'est quelque chose qui est heurtant pour les femmes déjà d'un certain âge, et puis au-delà de ça, c'est un libre choix. D'ailleurs, quand il a fait ça en Tunisie,
les Tunisiennes ne portaient pas ce qu'on appelle aujourd'hui le voile. Elles portaient généralement le fameux foulard. Non, le haïk pour sortir, mais sur la tête, c'est le foulard. Oui, et c'est le foulard coloré, plutôt beau. Oui, c'était très maghrébin. Et puis noué d'une certaine tradition. manière. C'est très maghrébin, c'est très maghrébin. Mais pour finir, c'est important, parce que là, je veux attirer l'attention, je vais être très clair sur mes propos. Je vais être très très clair. Je n'ai aucune sympathie pour la politique de Macron conduite depuis 3 ans, pas 5 ans. Parce que les 2 premières années, il était raisonnable. C'est après qu'il a dérapé. Je n'ai aucune sympathie pour le personnage par rapport à ça. Bien que Macron ne soit pas un raciste, il y a des racistes dans son mouvement qui ont été radicaux. Autour de lui, ouais. Voilà, je ne vais pas parler de Berger et autres, on l'a vu. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que si on ne vote pas Macron, et aujourd'hui le risque, il est sérieux et réel, mathématiquement parlant, puisque j'entends partout des gens qui sont prêts à voter sanctions contre Macron, donc on n'est plus sur le front républicain, c'est dépassé. Si on ne vote pas Macron, alors que... En votant Macron, on a quoi? On a un type qui va être, de toute façon, à mon sens, et j'en fais le pari aujourd'hui devant Sabrina, qui est membre de la France Insoumise, qui va devoir se heurter aux législatives pour lesquelles il n'y a pas une très grosse assise, là par contre, c'est pas la même chose que la République, et qui risque de perdre, d'avoir une cohabitation forcée avec la plus grande force de gauche aujourd'hui, qui est incontestablement la France Insoumise, dont les autres partis microscopiques et atomisés finiront par rallier Mélenchon, qui est devenu la vraie figure de gauche. Eh bien, si Macron cohabite avec la gauche, Macron et la gauche, qu'il avait dans son parti un temps, il avait une partie de gauche, ça se calmerait et ça créerait un quinquennat salvateur. Pourquoi? On n'aurait pas la violence entre Chirac et Jospin, ça n'a rien à voir. Parce que Macron vient quand même, il est issu d'un produit de gauche malgré tout, et surtout parce que Macron est un bon président international. Mauvais sur le plan national, indiscutablement, comme l'était un peu Chirac, mais sur le national, sur l'Ukraine, il a un peu... Oui, maintenant il dérape malheureusement, mais ça c'est américain. Mais pour revenir... Il revient de bons sentiments. En règle générale, comme avec l'Algérie, comme avec... Il n'a pas fait grand-chose sur ces 5 dernières années au niveau international. Si, il a fait des gestes qui étaient assez conséquents. Il a diminué toute la diplomatie française. Enfin bon, il a fait des gestes très importants sur l'Algérie. Et pour moi, l'Algérie et la France... Tu parles de l'Algérie? Oui, j'entends bien. Sur l'Algérie et la repentance promise. Mais on parle pas au niveau international, mondial. Il n'a pas tenu sa promesse. Parce que sur l'aile droite, mais dans tous les cas... Il n'a pas tenu sa promesse. Sur Ali Boumedjel, il a tenu. Sur l'assassinat... Les archives. Les archives, il a tenu. Sur la relation franco-algérienne en termes de reconnaissance des crimes de guerre, malgré tout, c'est pas encore fait, mais ça prend chemin. Il a fait beaucoup de choses. Maintenant, moi, je suis pas un fan de Macron, je vous le dis franchement, très clair. Mais quand on est stratège, on parie sur un Macron qui est affaibli, parce qu'il sera affaibli, parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé dans cette élection, c'est un affaiblissement. De toutes les façons, il sera affaibli. Et s'il est affaibli, il sera obligé d'écouter la gauche. Alors que si on a Le Pen au pouvoir, l'alternative de la dingue, je rappelle que la police est en train vraiment de s'exciter actuellement dans les banlieues. Absolument, oui, il y a de plus en plus de violence sur les femmes, pas mal. On a vu des vidéos d'ailleurs qui circulent. Bien sûr, elles circulent à plein régime parce qu'ils se font plaisir. Parce que quand vous poussez des gens qui... On a une moyenne, j'ai un ami qui a fait un travail... d'anticiper, on va dire. Justement, Thierry Vincent, c'est un ami journaliste, ça fait le travail dans l'extrême droite policière. Il estimait que c'était entre 70 et 80%, parce qu'il est arrivé lui en tant qu'Européen pour poser des questions, qui votent à droite et extrême droite. Et donc, quand vous avez le sang qui commence à arriver, quand vous avez un pouvoir qui, à l'époque, comme un petit peu était le cas de Charles Pasqua, quand il est arrivé, ils se sont lâchés, ou même Sarkozy. Alors justement, et bien quand on, juste pour finir, sur ça, juste pour finir, quand on a ce pouvoir-là, mais c'est important d'arriver. Pour les auditeurs, juste vraiment 5 secondes. D'accord. Le jour où la droite a regagné et le matin, Pasqua a été nommé ministre de l'Intérieur, il y a eu un mort dans le commissariat de Paris 18e. Absolument. Et quand le commissaire est venu courir pour lui dire que ça fait, il dit c'est pas grave, Pasqua va nous couvrir. Exact, merci de le rappeler. Donc c'est exactement cela ce que je voulais dire. C'est qu'à l'époque Pasqua... J'ai complètement oublié cette histoire. Moi je ne l'ai pas oublié parce que malheureusement le mort je l'ai connu. Voilà. L'époque Pasqua, lorsque c'est arrivé, c'est un gars du quartier, je vous en parle comme ça. Quand lui est arrivé aux commandes, effectivement, il y a eu immédiatement des violences policières ouvertes, avec des gens qui ont les couverts par le patron. Et bien là, si vous avez Le Pen au pouvoir, c'est pas le patron, c'est pas le premier ministre, c'est pas le ministre de l'Intérieur, c'est la tête de l'État, l'exécutif. Ça va durer 2 mois de violence parce qu'avant d'arriver à la cohabitation, si elle arrive, elle aura un gouvernement qui va s'éclater. Et là, on va rigoler. Ensuite, dernière chose pour parler de Le Pen, parce que tout le monde croit qu'il y a un programme économique. J'invite à regarder le programme, il est pathétique. À part les migrations qui sont sur le programme, quand elle parle par exemple d'augmentation du pouvoir d'achat des Français, elle ne touche surtout pas aux riches. Surtout pas. Ouais. En revanche, elle prétend, et c'est une menteuse, et je le dis ici, de façon très claire, je dis plusieurs fois, elle ment. Elle dit qu'elle baissera la TVA. Quand on connaît un peu la politique, la TVA, elle se négocie au niveau européen. Elle ne peut pas le faire toute seule. Donc c'est une menteuse. Elle propose des solutions ridicules, alors que, et je le répète encore une fois, et j'espère d'ailleurs que la France Insoumise peut l'entendre, si vous voulez libérer du pouvoir d'achat, divisez le prix des loyers par 2. C'est tout. C'est le seul moyen de faire en sorte que les Français reprennent un petit peu de respiration. Ça, c'est du pouvoir d'achat. C'est pas des pistes, enfin
C'est pathétique de proposer ce genre de proposition. Sabrina? Oui, alors elle trépigne, Sabrina. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais si tu veux, je suis quand même un peu désolée d'entendre des concitoyens, des concitoyennes aller sur le vote Marine Le Pen. Pourquoi? 2 choses. Elle a fait, et ça on peut pas lui reprocher, elle a fait une excellente campagne. Elle a fait une excellente campagne qui a fait une communication, elle a eu une communication extrêmement douce. Parce que c'était une campagne miroir par rapport à l'extrémiste. Alors, c'était une campagne miroir par rapport à l'extrémisme, elle s'en est bien servie, et vraiment, elle a adouci son image, et elle est devenue complètement présidentiable, etc. Elle a gommé beaucoup de choses et tout. Elle a fait son boulot de communication, on ne peut pas lui reprocher. N'empêche que nous ne sommes pas dupes. Nous savons que derrière, c'est un parti d'extrême droite, avec des gens extrêmement pas fréquentables, et donc... Il ne faut pas se tromper sur cette communication, parce que j'entends beaucoup, moi, ça. Mais tu as vu comment elle est? Non, elle est ce qu'elle est. Et on sait d'où elle vient. Et deuxièmement, je rejoins absolument Gamal sur ce point, c'est son programme qui se dit social, avec une économie, avec un programme économique assez solide, etc. Il n'en est absolument rien. Elle n'est pas pour la retraite à 60 ans, elle est pour la retraite à 62 et plus. Le SMIC, elle n'a pas l'intention de l'augmenter. Et puis le pouvoir d'achat, effectivement, elle parle de TVA, mais ça n'a pas de sens. On sait que ça n'arrivera pas. Elle est plutôt en faveur de déloger certaines catégories de personnes dans les logements sociaux. 1 million de personnes. Absolument. Elle est plutôt elle est vraiment sur des sujets sur la préférence nationale, l'identité nationale. Et donc ça, on se dit, bah non, nous on est couverts parce qu'on est français, on a notre pièce d'identité française. Mais il faut aller voir ce qui se passe en Autriche et en Hongrie, où l'extrême droite est passée. C'est pas la pièce d'identité qu'on va vous demander, c'est votre acte de naissance. Et c'est là que ça se joue. Donc les gens qui sont qui pensent avoir la solution en donnant une sanction à Macron en votant Marine Le Pen se trompent. Alors moi, je suis vous connaissez mes positions par rapport à Macron et toute sa politique, et je ne suis pas d'accord avec Gamal sur le fait de dire que sur les 2 premières années, il a été inoffensif. La première loi qu'il a fait juste après son élection, c'est la casse du Code du travail. C'est la casse du Code du travail avec l'affaiblissement des syndicats. Je précise mon propos. Sur les 2 premières années, en termes de répression sur l'immigration, il n'a rien fait. Il était très calme, modéré. D'ailleurs, tous les gens qui étaient sur les chameaux, mais parce qu'il avait d'autres chats à fouetter à ce moment-là. Parce qu'il avait d'autres chats à fouetter à ce moment-là en termes... l'histoire, mais c'est jusqu'à Samuel Paty. Et s'il n'y avait pas eu Samuel Paty, peut-être que... Alors, Smaïn, sur cette question, est-ce que votre vote est... Moi, j'ai des idées toutes tranchées, mon cher Tarek. Moi, c'est bon, c'est choisi. Je vote pour Macron. Il est de devoir, justement, de tout citoyen républicain, partageant les valeurs, justement, citoyennes, ouvertes sur le monde. Je les appelle sincèrement à voter pour Macron. Parce que ça serait quand même une imposture qu'on va nous mettre, et on va avoir, dans ces conditions-là, un gouvernement de Vichy bis. Alors, beaucoup de votes... Et je voulais juste rajouter, il ne faut pas se méprendre quand on regarde la télé qui donc continue cet adoucissement avec... Il y a une banalisation, Sabrina. L'ancienne Miss France qui appelle à voter Marine Le Pen. Ne vous méprenez pas. Hein. Ne vous méprenez pas. Derrière, il y a une vraie politique d'extrême droite. Il y a une vraie politique d'extrême droite, et on sera dans une impasse totale. Extrême droite et libérale. Très important, parce que il faut savoir de quoi on parle. Je voulais ajouter aussi un truc. Alors, je vais être méchant, mais je vais comparer ce qui est comparable. Le Parti national socialiste allemand, le NSDAP, de Hitler, avait 25 points dans son programme. D'accord ? Marine Le Pen a 24 pages. On va commencer la rigolade. Je vous donne juste les grandes lignes, tellement c'est nul. On y va, 144 engagements, à comparer avec un vrai programme, parce que j'ai eu l'occasion de le lire, le programme de la France Insoumise, qui parle d'écologie, ce que Le Pen ne fait pas. Elle ne parle pas du tout d'écologie, ça ne l'intéresse pas. Celui de Mélenchon, il est chiffré. Celui de Mélenchon était chiffré avec 634, c'est ça, je ne me trompe pas, 634 propositions. L'autre, avec ses 144 propositions, en fin de compte, c'est des petites arêtes, c'est rien du tout. Il n'y a pas un travail sérieux qui a été conduit. C'est le travail de tout populiste. Oui, mais je vous donne juste les titres, vous allez halluciner. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça va très vite. Tout est dit dans le programme. Une France libre. La France a besoin d'économie. Libre de quoi? C'est ça. Libre d'Europe, de tout le baratin. Non, parce qu'elle a parlé de rendre la France aux Français. Oui, c'est ça. Et le rendre leur liberté. Il faudrait définir rendre la France aux Français. Le carcan est européen. C'est ça le problème. Et il est aussi xénophobe. Je ne sais pas si tu as compris ce que je veux dire. J'ai très bien compris. Il est xénophobe. On s'entend bien. Ouais. Alors, une France libre. Ça, c'est un programme. C'est sérieux comme titre. Ensuite, une France sur l'immigration. Bien sûr. Une France prospère, avec des moyens ridicules. C'est une ultralibérale, la prospérité ne propose rien, il n'y a pas de financement. Ensuite,
Une France juste, de la part d'extrême droite, c'est toujours assez amusant de parler de justice. C'est utopique. C'est très utopique. Sauf peut-être la justice pour les Européens comme elle. Une France fière, évidemment la fierté nationale. Encore une fois, on reste sur les principes racialistes. Une France puissante. On est toujours sur des jeux de mots qui sont limite, alors c'est une femme qui parle quand même, qui sont très masculinistes, très virilistes. C'est l'extrême droite qui parle. Une France durable, ça ne veut rien dire. Il n'y a aucune proposition en termes de développement durable. Voilà, c'est ça le programme de Le Pen. C'est 6 points ridicules. Remediahed, une petite pause pub. Tout à fait, on va revenir dans un instant. Et puis je vous rappelle que tous ceux qui veulent réagir peuvent nous appeler au standard. Vous êtes les bienvenus. 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. Une petite pause et on revient. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, avec bien sûr Tarek Mami, de retour pour cette émission, le LGF et ses chroniqueurs. Merci Medjahed, on a coupé Doxmaï qui voulait terminer sa phrase. Et juste après, si vous voulez bien, on aura des auditeurs en ligne. Oui, ils auront la priorité juste après Smaïl. C'est pour revenir en fait à l'extrême droite. Moi je pense, et ça a été soulevé d'ailleurs par certains de nos confrères, on se pose la question si... le vote Zemmour, ou on va dire la stratégie de Zemmour, n'a pas été concoctée avec le Front National. Mais sérieux. Oui, mais tout est possible. Cette thèse a été soulevée. Parce que c'est possible parce qu'il a appelé à voter pour oui, il appelle déjà, c'est cohérent déjà par rapport à tout cela. Puis à un moment donné, il a donné l'air que lui, il était donc en tête. Absolument. Donc il allait passer donc, au premier tour. Et des gens se sont donc basculés du côté de Marine Le Pen pour venir la soutenir. Puis la figure de la trahison. Voilà, exactement. Donc, merci Smaïn, on va prendre l'auditeur, priorité aux auditeurs. Bonjour. Tout à fait, 01 40 33 9000, on va accueillir Oussama qui nous appelle de Roissy-en-Brie. Bonjour Oussama. Bonjour. Moi je vous ai appelé il y a une semaine déjà. J'avais voté Mélenchon au premier tour. Oui. Et ce qui m'inquiète de plus en plus, vous savez, ce que je trouve incroyable là au second tour, c'est qu'il y a pas mal de gens d'origine maghrébine et tout à fait. qui vont voter Le Pen. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Vous n'êtes pas le seul. Peut-être raté un épisode où il y a quelque chose. Oui. Parce que moi, j'ai lu son programme, sincèrement, et il me fait froid dans le dos. Mais on n'a pas besoin de lire son programme quand on connaît son background. Hein. Oui, ben justement, c'est pour ça qu'à France Maghreb 2, moi, je conseille en conscience les gens à lire. Vous savez, le premier verset du Coran, moi je suis pas dans la religion quand je fais de la politique, mais le premier verset du Coran c'est Iqra, lis. Et ça veut dire quoi, Iqra, lis? Ça veut dire lis, comprends, interprète, réfléchis, prends ta décision en conscience. Mais la haine et l'émotion ne doivent pas être le moteur de notre vie. Bien sûr que chacun est libre de choisir ce qu'il veut, mais j'allais dire, en pensant se débarrasser. Et tout à l'heure, j'ai eu un échange avec quelqu'un qui m'explique, oui, mais la droite et la gauche ont fait donc la loi contre le voile à l'école et puis la loi contre le handicap. Et je lui dis, vous avez complètement raison. Et donc, on a besoin d'une troisième couche, l'interdiction du voile à l'université et dans l'espace public. Et donc, vous avez raison. Comme ça sera pas la gauche ou la droite, ça sera toute la France. Et là, il me dit, j'ai pas pensé à ça. Ben, je dis, il faut penser à ça. Et donc, si vous voulez, c'est surprenant, de voir, donc, des membres, je veux dire, comment, c'est une question, c'est pas une prise de position, comment ces personnes, Oussama, peuvent réfléchir, surtout ceux qui sont originaires d'Algérie, beaucoup plus que ceux qui sont originaires de la Tunisie, du Maroc ou de l'Afrique subsaharienne, dont les parents ou les grands-parents ont mis 130 ans à chercher un statut d'égalité avec les autres, et qui vont voter pour celui qui est celle-là et son père, parachutiste, tortionnaire, de la guerre d'Algérie, qui ont toujours rejeté. Et je rappelle qu'en Algérie, de l'Algérie française. Tout à fait. Absolument. Et je rappelle qu'en Algérie, il y avait ce qu'on appelle le deuxième collège. Absolument. Et demain, on pourra vous faire d'une manière ou d'une autre la même chose. Collège. Alors moi, il y a deux choses qui me heurtent dans l'absolu dans le programme de Madame Le Pen. Je parle même pas de l'économique, parce qu'elle va garder tous les mauvais coups que Macron a fait ou aurait fait. Et elle va les aggraver. Donc les riches, elle y touche pas. L'ISF, elle y touche pas. Elle fait l'ISF, mais sur la richesse en général, mais elle enlève donc l'impôt sur les biens immobiliers. Or l'essentiel de l'ISF est dans les résidences immobilières. Elle est concernée, c'est logique. Voilà. Donc ça, c'est l'économie. Il y a deux points. Un, c'est la suppression du droit de sol. Donc, vous êtes là depuis, je parle surtout pour les porteurs de carte séjour, hein. Vous êtes là depuis 20 ans, depuis 30 ans. Avec la loi actuelle, votre enfant, quand il naît, à 18 ans, il est français.
ben il ne le sera plus. Et comme elle fera tout pour enlever toutes les aides pour les parents, donc les parents vont se retrouver dans la situation d'expulsion. Donc ces enfants nés en France vont devenir quelque part, même s'ils ont des apatrides. Des apatrides. Ça c'est le premier. Et le deuxième, qui n'a pas dans sa famille une dame, je dis pas une femme, je dis une dame, qui porte par conviction le foulard de 20 à 70 ans. Et vous imaginez les drames que nous allons vivre dans nos familles, les déchirures, parce qu'il y a des gens, des femmes, des dames, qui vont dire à leur fils qui a voté Le Pen, c'est à cause de toi que je suis aujourd'hui dans cette situation. Donc, est-ce que les gens prennent sur eux-mêmes de réfléchir un petit peu? Je n'appelle pas à voter Macron. Moi, j'appelle à ce que chacun réfléchisse en conscience et lise le programme. Mais moi, j'ai encore plus loin que ça, je peux en parler. Moi, j'appelle à voter Macron pour que dans le 3e tour qui va avoir lieu, qui sont les législatives, il soit mis en cohabitation. Comme ça, on n'a plus de problème. J'ai envie de rappeler une chose quand même essentielle. D'abord, Marine Le Pen est la fille... Osama, vous pouvez toujours intervenir, hein, vous êtes avec nous. Marine Le Pen est la fille d'un tortionnaire, on le sait. Les gens sont pas assez vieux pour avoir connu comme moi les skinheads. Ils n'ont pas connu les ratonnades, ils n'ont pas connu les massacres dans la rue, ils n'ont pas connu les vieux beaux qui vont tirer dessus. Malik Oussekine encore, c'est l'État français, puisqu'il est éduqué par les voltigeurs. Là, on parle vraiment de ce qu'on appelle du pour la joie. Il y a un film d'ailleurs consacré à ça. Du type qui tue qui tire un arabe dans la rue. Moi, j'ai connu l'époque où les Français racistes, pas tous évidemment, ça va très loin de ça. Heureusement d'ailleurs. Très loin de ça. Disait, moi j'aime pas les Arabes, sale arabe, vous prenez notre pain. C'était dans le dernier meeting à Toulon. On va laisser Oussama réagir. Ce qui est important de rappeler, c'est que quand on n'a pas de culture politique et quand on n'a pas de mémoire du passé, on ne sait pas ce que sont les skinheads, on ne sait pas ce que sont les ratonnades. Sauf que si on a une Le Pen au pouvoir, ça va revenir forcément parce qu'ils auront le vent en poupe. On laisse Oussama réagir. Oussama, à vous. La police, il va y avoir des... Mais ça a déjà commencé, hein, la banalisation des paroles racistes. Ça, depuis un certain temps, ça existe déjà. Ça revient, quoi. Moi, j'en ai été victime. Hein. Si vous saviez ce que j'entends quand je suis au travail ou à l'extérieur, maintenant, les gens, enfin voilà, ils se permettent de dire des choses comme qui se permettaient pas avant. Hein. C'est devenu quelque chose. Vous travaillez dans quoi, cher Oussama? Ils sont constamment. Non, mais vous travaillez dans quel secteur d'activité? Moi j'ai été victime de propos racistes, hein, de blagues racistes, mais c'est hallucinant. J'ose même pas vous répéter ce que j'ai entendu. Enfin voilà. Bon. Mais maintenant le problème c'est qu'ils le font ouvertement, ils ont plus honte. En tout cas, merci, mais moi j'aime bien, comme je disais tout à l'heure avec Gamal, rappeler des faits. Vous vous rappelez de Brahim. Allez-y. Ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a quelques années, Marine Le Pen a dit une phrase par rapport à l'armée de terre. Elle a dit que 20% des gens qui étaient recrutés à l'armée de terre étaient d'origine musulmane. Et que ça avait, déjà, musulmane, c'est pas une origine, c'est une confession. En plus, ce qu'elle a rajouté, elle a dit ça a fait baisser le niveau de l'armée de terre. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte déjà de sa manière de penser, sa manière de fonctionner, son idéologie. Je rappelle aux auditeurs quand même qu'il y a un certain 1er mai où les militants des Front National ont jeté un certain Brahim dans la Seine. Monsieur Le Pont. Voilà. Et ça, j'allais dire, ça risque de retourner. C'était en 95, je crois. C'était des temps de Mitterrand, je crois. Oui, c'est ça, oui, c'était Mitterrand. En tout cas, ce qui est sûr, et ce qu'on peut rajouter, parce qu'on n'en parle pas, on parle pas de Macron depuis tout à l'heure, mais il a une grande responsabilité dans cette affaire. C'est-à-dire que, à vouloir ne pas faire campagne au premier tour parce que pour lui c'était une formalité administrative, aujourd'hui on voit qu'il est dans l'impasse et dans l'erreur. Et sa campagne de deuxième tour est minable. Minable. Elle imite un peu Mélenchon quand il va à Marseille. Elle est minable. Deuxième tour, elle tient sur... C'est-à-dire qu'il compte sur les voix de ceux qui ont voté Mélenchon au premier tour. Oui. Non, mais à un moment donné, il faut aussi... Il joue avec le feu. Absolument, il joue avec le feu, et à juste titre. Et en plus de ça, il est donc en campagne, et c'est en même temps à lui de convaincre. C'est à lui de convaincre et de dire qu'il faut voter pour lui dimanche prochain. Le problème, c'est que avec le quinquennat qu'il s'est passé, aujourd'hui, tout ce qu'il raconte, et je pense qu'on va en parler tout à l'heure au niveau de l'écologie, etc., c'est-à-dire que quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse,
personne ne le croit. Tout à fait. Personne ne le croit. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une impasse et je répète, il y a des responsabilités dans ce pays qu'il faut pointer du doigt. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il faut pas de vote à l'extrême droite. Il y a une grande part de responsabilité, j'en suis vraiment navrée de le dire, il y a une grande part de responsabilité des dirigeants de gauche, que ce soit au niveau des Verts ou que ce soit au niveau communiste. Aujourd'hui, le barrage, il aurait dû se faire dès le premier tour. Nous étions au deuxième tour à 420 000 voix, les gens. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb, de nos retours dans l'émission Le LGF, le grand forum. Et je pense qu'aujourd'hui, parce que tout le monde parle de Mathilde Panot, nous sommes toujours donc sur France Maghreb 2, nous sommes toujours sur notre premier qui refuse en fait les sujet. Est-ce que les votes sont cristallisés moi je pense que pour l'abstention, pour M. Macron, le troisième round, le troisième tour, il va se passer haut. C'est l'interrogation de notre auditeur Oussama. Donc merci, cher Oussama, que des personnes soient de culture musulmane. On va marquer une petite pause et on revient tout de suite et on rappelle que tous les auditeurs qui veulent s'exprimer peuvent nous appeler 01 40 33 9000 01 40 33 90 00. Le grand forum revient dans un instant, ne bougez pas. Et on vous attend au standard 01 40 33 9000. Il y a deux choses alors que j'ai envie de dire, rajoutant sur les mensonges, parce qu'il faut quand même parler des mensonges. Une femme qui est une ultralibérale, qui est une thatcherienne, clairement, dont le père adorait Reagan, qui a massacré la population pauvre américaine. C'est ça, Le Pen. Macron est un libéral, mais elle, c'est une ultra. Ça va plus loin encore que le libéralisme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, par exemple, encore un des mensonges à 10 km, elle veut faire construire 20 EPR. Personne n'arrive à envisager 12 EPR. Et elle, qui est une superbe écolo, fait 20 EPR. Maintenant, on va parler de choses sérieuses. J'ai eu un débat il n'y a pas longtemps à la télévision avec un ex-gilet jaune qui se trouve être un type qui n'assume pas son radicalisme d'extrême droite. C'est un facho d'extrême droite. Il considère qu'il n'y a pas de racisme en France, on pleurniche, qu'on n'est pas sérieux, bref. Et donc ce monsieur, je lui parle et puis il m'explique que l'extrême droite, c'est Macron, c'est Mélenchon, enfin c'est tout le monde sauf Le Pen. Ça, c'est la stratégie habituelle. Et je lui ai expliqué, pour le convaincre de sa bêtise, je lui ai expliqué ce qu'était l'extrême droite en termes réels, ultranationaliste, raciste, xénophobe, le truc classique. Et au bout d'un moment, il essaie de me contester, puis après, j'explique une expérience personnelle dont je vous parle maintenant. J'ai eu un bail à partir avec deux personnalités importantes d'extrême droite. J'ai eu Le Pen une fois dans un débat il y a 11 ans à la télévision. Vous faites un débat contre Le Pen, vous recevez des kilomètres de menaces de mort, d'insultes et de menaces tout court par Internet, immédiatement. Vous faites un débat contradictoire, c'est les insultes qui viennent derrière. J'ai fait des dizaines de débats avec des hommes politiques et femmes politiques de tous les partis. C'est le seul parti pour lequel vous avez la violence qui suit. Je me suis ensuite rendu chez Alain Soral à l'époque à la Main d'Or pour lui dire d'arrêter de pousser la jeunesse maghrébine à voter Le Pen parce qu'il jouait la carte de l'islam, lui. Vous êtes de bons musulmans, vous pouvez voter Le Pen, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il disait pour les convaincre. Et il y en a qui tombent dans le panneau. Eh bien, une fois que je lui ai rendu visite, le lendemain, ça a été des menaces de mort en cascade pendant des mois. C'est-à-dire quand vous avez un rapport avec l'extrême droite, vous n'êtes pas d'accord avec l'extrême droite et que vous n'êtes pas violent, faites un débat, la réponse c'est la violence, c'est le fascisme. Donc le fascisme non militarisé aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent plus le faire, c'est compliqué, mais c'est un fascisme qui existe et qui a existé à l'époque à Boulogne par exemple, ceux qui allaient au Parc des Princes, j'ai un copain qui venait des Antilles, qui ne connaissait pas, il est sorti par le COP Boulogne, il s'est fait massacrer, il a fait 3 jours d'hôpital avec 8 jours d'ITT, parce qu'il ne savait pas qu'il était dans un coin fasciste. C'est ça l'extrême droite. Maintenant, qu'on nous fasse croire que parce que Macron méchant, il ne faut pas voter pour lui, mais plutôt Le Pen qui finalement ne sera pas pire, désolé de vous le dire, c'est forcément pire. Parce que Macron, malgré tout, il y a des garde-fous qu'il respecte. Il est obligé de se limiter. Elle va tout faire pour contourner ces garde-fous. Et même si les lois ne sont pas votées, de toute façon, elle va galvaniser ses troupes qui se sentiront impunies. Sabrina, est-ce que... On a un auditeur, si vous voulez bien, au standard qui veut intervenir au 01 40 33 9000. C'est Mohamed de Sevran. Bonjour Mohamed. Salam alaikum. Ouais, bonjour à tout le monde. Bonjour. Ouais. Et ben moi je faisais partie de ceux justement de. Pour ça je me permets de dire, faut pas juger comme vous avez fait par rapport aux vaccinations. Après je reviens. Vous n'avez pas jugé ceux qui se sont pas fait vacciner. Pareil, ne jugez pas ceux qui vont voter Le Pen. Je m'explique. Est-ce que vous allez voter Le Pen, cher Mohamed? Direct, je dis je vote Le Pen. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi? Mais par dégoût, c'était l'émotion, comme a dit si bien Tarek. C'était l'émotion. J'ai dit je vote Le Pen et voilà. Pour mettre un coup d'un formulaire parce que c'est voilà, un ras-le-bol. Oui. Aujourd'hui, vous voteriez Le Pen aujourd'hui? Non, si tu permets. C'est Gamal. C'est Gamal qui vous coupe là. Oui, non. Bon, pour répondre, non, je vote pas Le Pen. Mais après, c'est l'émotion. Sur l'émotion, on dit voilà. Ouais, après, effectivement, moi, quand il a parlé de Ratona tout à l'heure, Gamel, ça me parle.
Moi, je suis grandi à Sevran, j'ai 52 ans. Malikou Sikine en 86, c'était un jeudi, j'y étais. On s'en souvient. Donc les voltigeurs, j'ai eu droit. Les ratonnades gratuites, j'ai eu droit. Merci. Je suis rentré dans l'eau, on va se faire une ratonnade. On rentre du sport avec les sacs à dos, on vide les sacs de sport par terre pour nous humilier. Et des petits jeunes, 15 ans, 16 ans, qui reviennent de Fouz à 19h, il fait nuit, c'est l'hiver. Et voilà, tout ça, et là, on va y avoir droit, mais encore en fois... Merci pour je sais pas combien, parce que si elle est à l'eau, comme disait Gamel, je crois, si elle, ce sera l'autorité. Là, c'est national, c'est feu vert. Et open bar. Et sans compter les sœurs qui vont subir. Et à l'antenne, vous avez eu une des sœurs qui s'est mise à pleurer il y a quelques jours. C'était vendredi dernier. Je sais pas si ça vous parle. Oui, j'étais là, c'était vendredi dernier. Et elle s'est projetée donc sur l'élection de Madame Le Pen. Et déjà, elle considère qu'aujourd'hui, elle se fait humilier, mais j'allais dire verbalement. Et elle dit, je sais pas comment je vais faire pour résister, parce que moi, le voile, j'y tiens. Et effectivement, c'était vendredi, c'était très émouvant. C'est ça, exactement. Et ça m'a touché. J'avais déjà fait mon choix de pas voter. Et ça fait que apporter de l'eau à mon moulin, quoi. Après, c'est sous l'émotion. On peut penser ça. On peut le penser, on a le droit de le penser. Mais après, en réfléchissant à long terme, dans les actes, ça va être invivable. Et même, peut-être nous, pères de famille, on est tranquillos, on rentre du boulot, on est les enfants. tous nos petits frères, les petits jeunes, les femmes qui sont dans le bus, dans le métro, ça va être du gratuit. Non pas par la police, parce que eux, c'est leur fonction, ils vont plus ou moins se tenir. Mais pour le grand public, les grands fachos, là, ils vont se libérer, mais du crachat à l'insulte et ça, c'est réfléchi et intelligent. Ça, c'est un vrai témoignage. Et ça, ce sera invivable, je pense, pour ça peut partir en Mohamed, j'avais demandé vendredi dernier s'il y avait des auditeurs de France Maghreb 2 qui ont vécu dans des municipalités, notamment à Orange, quand la droite de Madame Le Pen, qui fanfaronnait, est arrivée, et comment ils ont subi, comment ils ont vécu cette période. Et moi, de mémoire, je sais qu'ils ont commencé par supprimer les aides sociales alors que c'est la loi, et il a fallu faire des batailles. Donc, si des auditeurs ont habité ou habitent aujourd'hui, par exemple à Beaumont, dans le Nord, ou ailleurs, qu'ils nous parlent de leur expérience. On leur demande pas de charger Madame Le Pen ou de la féliciter, mais je vous remercie, Mohamed, parce que effectivement, j'allais dire, on peut oublier, on peut être énervé, on peut avoir de l'émotion, on peut avoir de la haine, et tout d'un coup, on se rappelle Malik Osekine. On se rappelle ce jeune qui a été assassiné donc dans un commissariat le jour de la nomination de M. Pasqua. Et on se rappelle de Brahim jeté dans la Seine. Et on se rappelle du train, de l'Algérie. Voilà, le grand film. D'ailleurs, le film qui a été fait par Roger Hanin. Ils sont rentrés chez eux avec des bleus, des bras cassés, et ça, personne n'en parle parce que ils n'ont pas été s'en vanter au commissariat où il n'y avait pas la... Et voilà, il y avait plusieurs jeunes ce soir-là qui se sont fait massacrer gratuitement et laissés à terre. Peut-être les gens comme dit, ils sont morts ou vivants. Et hop, ils suivaient avec leur bécane, ils remontaient avec leur bécane, ils repartaient. Peut-être comme l'opération ratonnade, quoi. Peut-être les gens comme dit, mais c'était toute la jeunesse, parce qu'ils visaient pas spécialement. Mais si on était basané et frisé, bah ça allait un peu plus fort les coups, quoi. Alors, comme dit Mélenchon, les gens, peut-être que vous devriez revoir, ils doivent être gratuits aujourd'hui sur le net, deux films, Le Train d'enfer de Roger Hanin et Dupont-la-Joie. Absolument. Et Dupont-la-Joie. Je rappelle aux auditeurs que la victime de ces racistes qui était militaire à la base, c'était un touriste algérien qui était d'Oran, du quartier de Mediouni. Donc je ne vois pas comment on peut tuer des gens parce qu'ils appartiennent à une Juste qu'il a pris un train, c'est tout. Voilà, tout simplement. Et le Dupont-la-Joie, la dernière scène entre Jean Carmé et j'ai oublié l'autre acteur, ça vous glace le sang. Absolument. Et que j'ajoute une chose, après je vous laisse continuer le débat qui est très intéressant. Allez-y, Mohamed. C'est que vous citiez Orange ou Beaumont, mais ça va se passer dans tous les quartiers. Tous les quartiers sans exception. Et moi, je l'ai vécu, ça, quand il parlait de ratonnade, ça m'a parlé tout de suite. Des claques gratuites. Ni délinquance, ni rien du tout. On était des collégiens, des lycéens. Des claques gratuites. Et ça, heureusement, c'est que des claques. Et comme il dit, il ironisait, va porter plainte. Sachant qu'on va porter plainte chez qui? Et voilà, on allait le retrouver peut-être derrière le comptoir le lendemain. Donc voilà, et ça c'est voilà. Merci d'ouvrir les yeux aux gens et
voilà, qu'ils soient vraiment contents de ce qu'ils vont faire. Merci beaucoup, Mohamed, de votre intervention. Je peux vous rappeler. Merci, au revoir. Allez-y. Je vais parler encore d'une autre expérience personnelle, parce que nous, on a vécu à Paris, sur la Lisière, juste au niveau de la banlieue, à Bagnolet. Donc à Bagnolet, il y a 2 tours qui s'appellent les Mercuriales. Oui. C'était là-bas où siégeait, parce qu'on se croisait régulièrement, on se tapait régulièrement. Nous, on se tapait avec les skins, on faisait pas semblant, on cavalait pas. Mais on était toujours en bande. Donc on se croisait toujours avec les skins, et on avait vu le fameux Batskin, qui est autre que ce Libanais chrétien, phalangiste, vous oubliez que sa maman était une phalangiste, qui dirigeait ses skins avec sa fameuse batte de baseball. Et une fois, on s'est retrouvé avec 2 blacks et 2 arabes, donc mon frère et moi, et puis 2 amis blacks, et ils étaient en voiture. Et ils commençaient à taper sur la voiture comme ça, parce qu'ils voulaient absolument une bagarre. Mais comme on était à part égale, ils n'ont pas osé s'arrêter. Parce que on était... Ah oui, il y a le côté lâcheté aussi. Il achetait, et donc on était nous armés aussi, il faut le savoir. Et on se faisait attraper par la police, ils nous confisquaient nos armes, et quand on tombait sur eux, il fallait être armé. C'était ça la réalité, malheureusement. Et à l'époque, la peur qu'on avait, c'est est-ce qu'on doit courir ou ne pas courir quand on voit un crâne rasé avec un bomber, parce que ça pouvait être ou un flic ou un skin. Voilà dans quelle ambiance on était. Et ça peut revenir, ça, il faut le savoir. Ah oui, ça peut revenir. Oui, on a un auditeur, cher Bidjahad. Oui, tout à fait, au 01 40 33 9000, vous pouvez continuer à nous appeler. C'est Choukri de Nanterre qui est avec nous. Bonjour Choukri. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et tous vos auditeurs. En fait, moi, je voulais juste réagir à tout ce que vous disiez. C'est vrai dans l'ensemble. Moi, je sais qu'il y a eu des ratonnades, il y a eu 1001 choses. Mais il faut bien savoir que ça a été fait sous des gouvernements de gauche, tous ces trucs-là. Non, monsieur. Pas que la gauche. Les principales, c'est en 70. S'il vous plaît, laissez les gens s'exprimer. Ensuite, non mais monsieur, si vous me dites le ciel, il est noir. Oh, écoutez, moi j'écoute tout ça, les Malik Oussekine, tout ça, c'était sous. Oui, mais les Oussekine, mais les ratonnades, c'était 70. C'était pas des gouvernements d'extrême droite. Les claques par les flics, ça a toujours, c'était pas ces gouvernements d'extrême droite. 70. Là, attendez. La maltraitance. Là qu'on a subi ces 5 dernières années par un gouvernement d'extrême droite. On est d'accord. Du coup, moi, honnêtement, je suis fatigué de tous ces trucs-là. J'ai envie de retourner la table, monsieur. Le problème, c'est que monsieur... J'ai envie de toute cette oligarchie, on leur enlève le pouvoir. Le PEN fait partie de l'oligarchie. Voilà. Vous avez une possibilité, monsieur, au lieu de retourner la table, il faut aller au 3e tour. S'il vous plaît. Oui, mais après, je vous répondrai dans ce cas-là. On vous écoute. Subhanallah, laissez-moi terminer. On vous écoute. On va parler. Oh. Après, on se respecte, monsieur. Moi, j'ai cette envie de retourner la table, d'accord? J'ai écouté les propos de M. Macron. M. Macron, c'est un petit bonhomme avec des petits bras qui veut jouer les gros bras avec monsieur Poutine. Ce monsieur, il veut nous emmener à la guerre. On va se faire écraser comme des punaises. Il envoie des centaines de millions d'armes. Son ministre de l'économie déclare la guerre économique à la Russie. Aujourd'hui, vous avez la Finlande et la Suède qui veulent eux aussi faire le même jeu que l'Ukraine. Intégrer l'OTAN. Ils veulent plus rester dans la neutralité. Mais ils sont malades, ils vont nous emmener à la guerre. On va se faire écraser comme des punaises. C'est ça qu'il faut savoir. Alors moi, je préfère me manger une petite claque par un flic que me faire manger, que recevoir des bombes sur la tête. On peut vous répondre, monsieur? Voilà. Est-ce qu'on peut vous répondre? Je vais être honnête. Monsieur, oui, j'ai entendu. Est-ce qu'on peut vous répondre? Je sais qu'il y a une oligarchie qui gouverne le monde entier. C'est pas du complotisme. J'ai envie de retourner la table. Non, mais je vais quand même... Finalement, vous allez voter pour qui? Non, juste là, il va voter pour le PEN. Mais est-ce qu'aux législatives, vous allez voter, monsieur, qui voulait retourner la table? Allô? J'aurais pas la force de mettre un bulletin pour Le Pen. Mais je dis qu'on m'a pensé. Mais maintenant, c'est important parce qu'il a dit beaucoup de choses. Après, je te laisse juste après. Gamal? D'abord, vous commencez par dire, c'est la gauche qui est à l'origine de la montée du Front National, et vous avez raison. Mais par contre, là où vous vous trompez, indépendamment du Front National, les ratonnades, c'est 70. C'est là où il y a eu le plus d'Arabes tués dans les rues en France. Particulièrement en 73 à Marseille. Il y a une centaine d'Arabes qui avaient été tués. À la suite de... Comme dans les années 80. Non, pas les années 80. 70, monsieur. 73 à Marseille. Dans les années 80. 73. Dans les années... Moi, j'ai 53 ans, donc j'ai connu ça. Bah voilà, vous êtes pas beaucoup plus vieux que moi, j'en ai 52. Donc, si on parle de la même chose. Vous n'allez pas m'apprendre la vie. Mais je vais vous apprendre, je vous donne. Il y avait des ratonnades. Il y avait des ratonnades. 13, Marseille, les quartiers. Vous pouvez me laisser parler parce que tout à l'heure, vous allez laisser parler jusqu'au.
Vous pouvez écouter. Est-ce que vous pouvez écouter 2 minutes? Est-ce que vous pouvez écouter la réponse 2 minutes? Vous écoutez la réponse et vous pouvez réagir derrière. Non, mais ça sert à rien si on parle tous au même temps. C'est un monologue. Je vous ai laissé parler jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout, d'accord? Donc, la majorité écrasante des ratonnades qui font suite à la guerre d'Algérie, donc la haine de ces fameux Dupont-Lajoie qui se vengeaient des Algériens parce qu'ils avaient perdu l'Algérie, c'est ça qui s'est passé. C'était 70 et c'était souvent des Français lambda qui tuaient. Il y avait des policiers qui tuaient, mais la majorité, c'est des Français lambda. Après, dans les années 80, il y a eu des ratonnades qui étaient organisées par des bandes comme les skinheads, motivée et poussée par Mitterrand, et la police était violente, mais elle a toujours été violente, la police. C'est pas le problème. Aujourd'hui, si on a à la tête de l'État, alors vous parlez d'oligarchie, Madame Le Pen est un produit de l'oligarchie. C'est une ultralibérale qui ne va jamais, et c'est là où je dis que c'est une lâche, attaquer la finance internationale parce qu'elle ne veut pas les financer par elle. Donc Madame Le Pen n'a pas le courage de ses prétentions. Mais si elle arrive aux commandes, eh bien on va retrouver cette violence, cette fois-ci policière, portée par des idées à la tête de l'État, et on risque de retrouver de nouvelles organisations extrémistes de droite qui vont s'exprimer dans la rue. Leur lâcheté conduira à ce qu'ils frappent des femmes et pas des hommes, c'est vrai, on le voit toujours, mais ce risque est là. Alors maintenant, je comprends la colère, je la partage avec vous, il n'y a pas de problème. Sabrina qui est à côté de moi est la première à la partager. Mais il y a 3 volets dans cette élection. Il y a le premier, second tour, où on doit surtout pas laisser Le Pen passer, et troisième tour, on doit stopper Macron. Avec la gauche, c'est tout. C'est le seul moyen d'y arriver. Et d'ailleurs, pour les législatives, vous avez l'intention d'aller voter? Oui, bien sûr que j'ai l'intention d'aller voter. Moi, j'ai toujours voté. Simplement, là, pour le deuxième tour, j'ai pas envie de m'abstenir et j'ai pas envie d'aller voter et de ne pas voter. En fait, vous comprenez ce que je vous dis. Oui, vous êtes devant un dilemme, on va dire. Absolument. Voilà, je suis partagé, mais j'ai une grosse envie de retourner la table, et surtout, j'ai peur mais vous savez, s'il y a une majorité à la guerre. Non, il n'y aura pas la guerre, rassurez-vous, il n'y aura pas la guerre. S'il y a une majorité à l'Assemblée nationale, vous savez qu'il y a une possibilité de cohabitation, une possibilité de faire appliquer le programme de Jean-Luc Mélenchon. Et là, vous retournez la table. Et là, vous retournez la table concrètement. Ouais. Oui, je sais bien. Parce qu'à l'Assemblée nationale, nous, on fera pas semblant. C'est eux qui font les lois. D'accord, mais écoutez, on se voile pas la face. Ce qui nous a fait Macron ces 5 dernières années. Oui, c'est hallucinant. Est-ce que c'est pas un truc d'extrême droite? Franchement, c'est une droite très dure, pas l'extrême droite, droite très dure. Des bras, des mains qui sont exposées, des yeux exposés, on a même perdu une dame de chez nous à Marseille, Muskina, regardée par la fenêtre. Ouais. Elle est morte, une vieille dame. Ouais. Est-ce que c'est pas de l'extrême droite ça pour vous? C'est très dur, mais l'extrême droite, non mais sincèrement. Là, je vous rejoins à 200%. Les violences policières à ce niveau-là sont intolérables. Ils ont frappé la propre population. Là-dessus, on est d'accord. Sauf que c'est pas le problème de l'extrême droite. C'est un problème plus profond. C'est un problème de l'éducation de la police qui a des tendances d'extrême droite, indépendamment de ceux qui dirigent, même s'ils les encouragent. Maintenant, ces gens qui sont au pouvoir actuellement ne sont pas d'extrême droite. C'est une droite très dure, limite raciste, mais pas d'extrême droite parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Par contre, Le Pen est d'extrême droite, elle le revendique. Gamal, c'est kiff, mon ami. Tu vois, et là, juste, peut-être qu'avec Le Pen, nos enfants, ils recevront des coups de matraque un peu plus forts. Est-ce qu'on peut leur faire épargner les coups de matraque tout court? Ni fort, ni pas fort. Ouais, mais qu'on vive dans la paix. Je pense qu'il faut se battre avec son bulletin de vote. Il faut se battre avec son bulletin de vote. Le seul moyen, le seul recours qu'on ait en ce moment, c'est d'aller poster notre bulletin dans l'urne. C'est le plus important et c'est le meilleur des combats. Il faudrait moi, personnellement, je crois que je vais m'abstenir. Parce que j'aurais pas le courage de mettre je me permets de vous juger, mon cher monsieur. C'est un tort. C'est un tort. C'est un tort. J'en veux à Macron. Non, mais c'est un tort. Franchement, vous savez, c'est un tort. Faut le dire, parce que si vous allez mettre un bulletin blanc, vous allez vous abstenir. Vous savez que vous allez indirectement voter pour Marine Le Pen. Indirectement, mon cher monsieur. Excusez-moi de vous le dire aussi crûment, mais ça sera le cas. Excuse-moi, Gamal. Juste un mot. Oui, je vais finir. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, c'est très important d'aller voter, pas pour Macron, c'est pour le principe. Là, moi personnellement, je suis pas un macroniste. Je suis très conscient du fait que Macron nous a tapé dessus tout au long de ces 5 dernières. Enfin, je dirais peut-être comme Gamel ces 3 dernières années. Mais toujours est-il qu'il est, si on devait les mettre sur une balance, tous les deux,
il n'y a pas à deviner. Il n'y a pas à deviner. Donc, il faudrait vraiment donc laisser ses sentiments de côté. Il faudrait revenir à de bons sentiments et surtout revenir à sa conscience. Et voter en toute conscience, il est vrai, mais toujours est-il que dans la vie, il y a des priorités. Et là, il s'agit d'un péril qui est devant nous. Et ce péril, c'est Madame Le Pen. Moi, j'aimerais dire un truc juste pour ajouter. Parce que moi, je suis un stratège. Je me fais pas avoir par l'émotion. La violence est très mauvaise pour nous, mais la colère est mauvaise conseillère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous voulez claquer tout le monde et renverser la table, la pire situation qui puisse arriver, c'est d'éjecter Le Pen par un vote utile sur Macron et utiliser Macron pour que la gauche le contrôle. Là, vous faites un double strike. Vous tapez Le Pen et Macron en même temps en écartant Le Pen parce que c'est une incapable et en neutralisant Macron avec la gauche. Là, ce sera un régal pendant 5 ans. On espère. Rien n'est garanti, Gamal. Rien n'est garanti. Si tout le monde vote, c'est possible. On le sait très bien. Mais il faut aller voter aux législatives. C'est ça la clé. Il faut voter aux législatives, mettre Le Pen. Les législatives sont la clé. Le plus important, c'est de barrer la route d'abord. Déjà, oui. Il faut d'abord barrer la route parce que là, on est on est dans des pronostics à parler des législatives. La dynamique ne sera plus la même. Chokri, est-ce que vous aimez le rugby? Non, franchement, j'aime pas ça. Il a des idées toutes tranchées. Voilà. Non, mais parce que dans le rugby, vous avez donc le but et vous avez l'essai et vous avez le point derrière. Absolument. Et j'allais dire. Franchement, je connais pas les règles. Ah oui, bon, d'accord. Sincèrement. Alors, bon, est-ce que vous aimez le basket? Est-ce que vous aimez le basket? Quand vous avez les 3 points, vous avez la possibilité de marquer un point. Absolument. Donc, faisons un peu de sport avec cette élection. Fermons la route à Madame Le Pen et fermons la majorité à Monsieur Macron. Juste un mot. Rapidement, merci Chokri. Merci Chokri. Merci beaucoup. À bientôt. Donc pour Chokri, je dirais juste un mot s'il m'entend. S'il m'entend très bien. Donc Chokri, si on vote pour Marine Le Pen, ce qui est garanti derrière ces élections, c'est que là, elle prévoit d'abord d'éjecter les Français d'origine musulmane de la fonction publique, et vous allez voir, en deuxième étape, elle va exiger de nous à ce qu'on renonce à notre nationalité d'origine. C'est ça le problème. Allez, donc, on marque une petite pause dans un instant et on revient avec vos appels 01 40 33 9000. Bougez pas, à tout de suite. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Allez, de retour sur France Maghreb 2 dans l'émission Le Grand Forum avec Tarek Mami et ses chroniqueurs en direct à la radio. Aujourd'hui, Gamal Labina, Sabrina Nouri, Esmaïn. Alors, on va prendre un dernier auditeur avant de changer de sujet pour aller un petit peu sur la Palestine et puis un petit peu sur les conséquences sur le pays du Maghreb de la guerre d'Ukraine. J'allais dire d'Irak. On en a tellement bouffé. On est traumatisé. On a bouffé. Allô, bonjour. Alors, c'est Walid de Noisiel. Bonjour, Walid. De Noisiel. Bonjour, Walid. Salam. Bonjour. Oui, moi, ce que je voulais dire, moi, personnellement, j'ai jamais voté de ma vie. On vous entend pas bien. Oui, enlevez le kit main libre ou le haut-parleur, s'il vous plaît, Walid. On vous entend pas bien, monsieur Walid. D'accord. Vous m'entendez mieux, là? Ah, c'est mieux. Voilà. Oui, voilà. Donc, moi, je vous disais que j'avais jamais voté de ma vie. J'ai 31 ans et cette fois-ci, je vais voter. Bien. Est-ce que vous avez voté au premier tour sans vous demander pour qui? Non, j'ai pas voté. D'accord, très bien. Et moi, ce qui me dégoûte, et j'ai peut-être une réponse à apporter par rapport aux frères maghrébins ou africains qui vont voter Marine Le Pen. Moi, en fait, pour moi, c'est des serpents. Je vais m'expliquer, en fait. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit « Vous pouvez traduire en français? En fait, il n'y a que le serpent qui marche sur son ventre. Qui rampe sur son ventre. Qui rampe sur son ventre. Mais nous, pourquoi marcher sur son ventre? Parce qu'en fait, pour 134 € de plus par mois par rapport au pouvoir d'achat, ces gens, en fait, ils sont prêts à vendre leurs voisins, leurs voisines, leurs cousins, leurs cousines, leurs frères musulmans pour un peu plus de pouvoir d'achat. Et c'est là où Marine Le Pen, je pense, elle a marqué des points, parce que moi, je le vois autour de moi. C'est que je connais des Français, en fait, qui disent je sais vraiment qu'ils sont pas du tout racistes, qui n'ont rien à voir, mais qui se disent, oui, mais Marine Le Pen, son programme économique par rapport au pouvoir d'achat, par rapport aux 100 produits qu'elle compte mettre sans TVA, moi, j'ai envie de voter Marine Le Pen. Et ce que je vois, en fait, c'est que aujourd'hui, en fait, on est prêt à vendre des libertés pour quelques euros de plus, pour quelques paquets de pâtes en plus dans le placard. Mais alors, dans ce cas-là, si je suis votre raisonnement, qu'est-ce qui vous a fait ne pas... non, mais qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à aller voter au deuxième tour alors que vous n'avez pas voté au premier tour? C'est ça qui m'intrigue. C'est la première fois, en fait, pendant les élections où je vois il y a le Front National contre un autre parti,
où j'entends des musulmans, des frères dire qu'ils vont voter Marine Le Pen, je vais tout faire pour les décevoir. Très bien. C'est très bien. Ça. Alors, en tout cas, je retiendrai votre... n'importe quelle élection qu'il y a eu, ça, moi, personnellement, je pense que ça n'a jamais changé quelque chose dans ma vie. Ouais. Mais aujourd'hui, moi, j'ai ma mère qui a 65 ans qui porte le voile. Voilà. Et jamais de la vie, je laisserai quelqu'un toucher un cheveu de ma mère. Merci de rappeler. Marine Le Pen. Alors, vous saluez votre mère de notre part à tous, ici à France Maghreb 2. Et effectivement, il faut une prise de conscience. Et comme disaient Gamal et Sabrina tout à l'heure, on peut éjecter Madame Le Pen de cette élection et sanctionner Monsieur Macron dans la législative pour qu'il n'ait pas tous les pouvoirs qu'il a eu en 2005. Et donc, si on suit votre raisonnement, vous irez pas voter aux législatives. Si. Non, si. Là, il va goûter au plaisir du bulletin dans l'urne et ça va devenir une habitude. Merci. Moi, je pense pas que sa loi sur le voile pourra passer. Je pense qu'il y aura une motion de censure. Ah si, parce que si vous voulez, la difficulté que nous avons... Elle peut passer par décret, en fait. Voilà, par décret. Exactement ça. Elle peut passer par décret. Par décret, parce qu'elle a 2 mois pour faire passer plein de choses. Et après, si elle n'a pas la majorité, elle l'aura pas. Elle dissoudra l'Assemblée et elle refera un référendum avec des questions multiples. Et si elle nous met 10 questions, si on a 3 qui passent de toutes les façons, il y a 3 contre la communauté franco-maghrébine, franco-musulmane qui vont passer. Donc, dans tous les cas... Elle a déjà annoncé le référendum. Oui, tout à fait. Et dans les 3 mois. Et dans tous les cas, nous sommes les perdants de la chose. Merci. Et un dernier message, une phrase que ma mère a dit. Le ventre, il est caché par le t-shirt, mais le visage, tout le monde le voit. Ne vendez pas votre dignité pour un bout de pain. Vraiment, vous saluez votre mère et vous lui souhaitez un bon Ramadan et une longue vie. Merci beaucoup, qu'Allah la préserve. Merci, frère. Voilà. Donc, un dernier mot tous les 3 sur le vote de dimanche. En un mot, pas concernant le vote, sur le voile. Oui. Pour revenir au voile. Au fait, en un mot, Marine Le Pen dit aux musulmanes, ça s'adresse bien aux femmes musulmanes, ou le voile ou la valise. Ouais, bien joué. Elle est belle celle-là. Sabrina, dernier mot sur ce premier sujet. Pas une voix pour Marine Le Pen. Voilà. Elle parle comme le chef. Il faut le dire 3 fois, Sabrina. Et pas une voix pour Marine Le Pen. Pas une voix pour Marine Le Pen. On ne sait jamais si les gens n'ont pas compris. Bravo, Sabrina. Voilà. Gamal, un dernier mot. Moi, le dernier mot, il va dire 2 mots en vérité. Le premier très court, c'est que en 1933, quand Hitler arrive au pouvoir, il n'a pas les plats pouvoirs, mais le parti qui le précède commet l'erreur de dire qu'en cas de crise, on donne les plats pouvoirs. Ouais. Donc la loi était déjà installée et Hitler n'a fait que surfer sur une loi de gauche. C'est ça qui s'est passé. Là, Marine Le Pen a des lois qui lui sont favorables. Si elle veut faire installer des choses graves, comme ils ont déjà préparé le terrain, elle pourra s'appuyer sur ces lois. Et pour tout dire simplement, en dernier mot, voter Macron, c'est disqualifier Macron dans 2 mois. Voter Le Pen, c'est disqualifier les étrangers tout de suite. Ouais. Ah bah oui. Merci pour ce premier tour de table. Si les auditeurs appellent, c'est pour parler de Palestine ou des conséquences de la guerre d'Ukraine sur les pays du Maghreb. On a tourné donc le sujet aujourd'hui de 2e tour de la présidentielle. On y reviendra toute la semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Parce que c'est un sujet qui va rester à l'actualité. Pour partir donc en Palestine, nous avons vu tous les médias, donc depuis le début février, être solidaires avec les personnes réprimées en Ukraine et aujourd'hui, depuis 3 jours, en tout cas depuis vendredi, il y a les Palestiniens qui mangent, comme dit l'autre auditeur, qui reçoivent des coups de bâton. Et moi, il y a une image... plus de 10 jours, Tarek. Tarek à Naplouse, à Jénine aussi. Oui. 42 morts en 10 jours. Tout à fait. Et moi, ce qui m'a... j'ai vu une vidéo, j'étais assis, et je peux vous dire que, heureusement que je n'étais pas debout, c'est une dame qui sort donc de la mosquée, qui marche, et vous avez un jeune qui doit avoir 20 ans, dans la force de l'âge, qui passe derrière et qui lui donne 2 coups de matraque, un sur les genoux et un dans le dos. Et ça semble presque normal et naturel. Alors, la force de l'âge, c'est 40 ans. C'est pas 20 ans. Non, mais 20 ans, ils sont très forts, mais c'est pas la force de l'âge. Ouais, mais ça, c'est l'expression. Il est au summum de sa force. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est le maximum de la force. Oui, c'est le maximum de la force, parce qu'à 40 ans, on commence déjà à... À 40 ans, on s'affaiblit. Voilà. Et aujourd'hui... moi, je n'écoute plus les télé, les trucs, mais j'ai lu le dépêche. C'est une petite dépêche, esplanade. Absolument. Lacunaire. Est-ce qu'on ne revient pas en pleine guerre d'Ukraine à ce que nous appelons, nous, depuis des années, et j'allais dire des siècles, le double standard et le 2 poids, 2 mesures? Sabrina, sur la Palestine.
En fait, double standard. De mesures médiatiques et politiques. Oui, c'est ça. Et je voudrais rajouter que, de toute façon, c'est une problématique sur place qui date de 70 ans. 70 ans. On n'était pas tous nés. Hein. Non, pas du tout. Personne. Autour de cette table. Et la radio non plus. Hein. C'est absolument dramatique. Et pour moi, la seule issue qu'on pourrait avoir, en tout cas à mon sens, c'est l'issue diplomatique. Et cette issue diplomatique, elle va aussi au-delà des négociations qui peuvent se faire entre les deux protagonistes. C'est bien évidemment que dans les pays en tout, ont un rôle à jouer pour mettre fin à cette violence qui va d'année en année de plus en plus. Il faut une issue diplomatique et il faut reconnaître que la Palestine est un État. Et ça sera pour moi la seule issue que l'on puisse avoir, c'est de reconnaître que la Palestine est un État, un seul, indivisible, et qu'on arrête de faire croire au monde entier que le colonialisme là-bas n'existe pas. Gamal ? Ils nous font le coup de Prague en 56. Oui. C'est-à-dire que, là c'est l'Occident évidemment. En 56, quand il y a les guerres tripartites contre l'Égypte de Nasser, avec les Français et les Anglais, les Russes, ils manœuvrent à Prague. Et là, c'est pareil. La fermeture du canal de Suez. Absolument. 56. Voilà. Et là, ils font la même chose. Alors, ce qui se passe, c'est que sur la question palestinienne, les choses sont très claires. Il y a un envahisseur et il y a les envahis. C'est vrai qu'on ne peut pas l'entendre aujourd'hui. Maintenant, on parle de 67 machin. Non. Le plan de partage qui a été imposé au monde sans que les Arabes soient libérés puisqu'on était colonisés est un plan de partage qui a été voté contre nous. Aujourd'hui, le plan de partage de 48 n'est plus validé. Tout le monde s'en fout. Alors que c'est la loi. Il n'existe plus, Gamal. Il existe. Mais non, j'entends par là. Dans les faits, il n'y est pas. En termes de pourcentage. Oui, dans les faits, il n'y est pas. Territoire. Je suis d'accord. Aujourd'hui, on est en train de discuter sur un plan de la défaite de 67, qui n'est pas la loi. La défaite de 67, c'est le fait accompli militaire. La guerre des 6 jours. Voilà. Donc tout le monde considère que 67, c'est ça, et il y a moins de territoire palestinien, forcément. Mais moi, je pense que les rapports de force en Palestine sont simples. Il y a une armée surpuissante, équipée par la plus grande puissance militaire au monde, les États-Unis, la France et l'Angleterre. Et il y a un peuple désarmé qui se bat avec le désespoir de cailloux. Avec l'énergie du désespoir. Exactement, avec des cailloux. Donc, si on veut trouver une issue favorable à ce conflit, il faut que la première puissance militaire au monde, les États-Unis, fasse pression sur ce petit enfant gâté qui passe son temps à faire tout et n'importe quoi. C'est le seul moyen pour y arriver. Sinon, l'alternative la pire qui va arriver, parce que malheureusement, c'est ce qui va arriver comme au Sud-Liban, c'est qu'il y a un rapport de force entre deux États, l'État israélien et l'État de la région, quel qu'il soit, et qu'il y ait beaucoup de morts, et qu'à ce moment-là, ils négocient comme à l'époque de Sadat en 73. Alors moi, je suis évidemment contre les guerres, et encore moins les morts de civils, ça me dégoûte, mais si les États-Unis ne prennent pas leurs responsabilités et n'en finissent pas avec ce turbulent enfant qu'ils ont placé là-bas, on n'aura jamais de solution. Donc le baratin des deux États machin, ça c'est du pipeau. La seule chose qui soit retenue, c'est qu'une bonne fois pour toutes, on dit à Israël, votre intérêt est une collaboration intelligente avec le peuple arabo-musulman, parce que vous n'êtes pas des cerveaux et ce ne sont pas des bras, contrairement à ce qu'il dit par leurs propos racistes. Il y a des cerveaux des deux côtés et ce serait une région qui serait florissante. Mais si vous refusez ça à terme, il y aura des conséquences lourdes militaires. Mais tant qu'il y a... Pardon, oui... Alors, on a des conséquences lourdes militaires, ça fait des années que ça dure. Non, on parle d'une armée contre une armée. On ne parle pas de ce qui se passe. Ah là, oui, mais qui arme l'autre armée? Non, c'est pas qui arme. Il n'y a pas de Palestine. L'armée palestinienne n'existe pas. C'est un État musulman ou arabe, quel qu'il soit. Ça peut être la Turquie, ça peut être l'Iran. Pas la Turquie, il ne faut pas compter dessus. Ça peut être le Liban Sud. Le Liban Sud, c'est déjà le cas, mais c'est pas ça. Je dis ça peut être la Turquie, s'il y a un changement de pouvoir, ça peut arriver. Ça peut être l'Iran surtout, parce que l'Iran vient de taper en Irak. L'Iran, c'est un ennemi potentiel. Plus que potentiel, très avéré, puisqu'il vient de frapper récemment Israël en Irak. Donc, si un pays militarisé, industrialisé intervient, ça va être comme ce qui s'est passé en Égypte en 73, ça va être un bain de sang. Et il faut ne pas en arriver là. Donc, les gens qui dirigent aujourd'hui, qui ne réfléchissent pas, parce qu'ils réfléchissent à 3 jours, je parle des sionistes, ne comprennent pas que leur intérêt, c'est de ne pas suivre une politique belliqueuse en tapant sur des pauvres et des faibles, mais en négociant et en apportant la paix. Il faudrait on va prendre un auditeur sur la Palestine. Sur la Palestine, vous pouvez réagir évidemment 01 40 33 9000. Walid est avec nous. Bonjour Walid. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Alors on vous écoute. Par rapport à la Palestine. Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne. Moi, ce qui me dégoûte, en fait, c'est le 2 poids 2 mesures, comme dit Tarek Mami, par rapport, si on voit la guerre, ce qui se passe en Ukraine et par rapport aux Palestiniens. Et ça me fait penser, en fait, à une histoire où il y a Donald Trump, en fait, qui veut attaquer l'Afghanistan et qui leur dit, écoutez, on va tuer 3000 musulmans et 2 médecins. Ah, je connais celle-là. Il y a personne qui comprend. Et là, il appelle sa femme, il lui dit, Mélania, viens ici, elle vient.
Il dit, tu sais quoi, demain on va attaquer l'Afghanistan, on va tuer 3000 musulmans et 2 médecins. Il dit, mais pourquoi 2 médecins? Vous avez dit, on posera pas de questions pour les Arabes. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors le truc, c'est que cette blague-là est plus vieille que ça. C'est une blague qui était dédiée aux juifs. Oui. On a dit, on a tué 3000 juifs et un dentiste, je crois. Ouais. Et tout le monde, mais pourquoi le dentiste? C'est exactement pareil. Et c'est pour ça qu'au lieu de remettre la faute, en fait, de dire oui, mais personne ne pense à nous, c'est à nous de penser à nous-mêmes, en fait, c'est à nous de penser à nos frères musulmans et c'est à nous d'aider les musulmans. On ne doit pas attendre que la France les aide ou que les États-Unis les aident. Ou quand on voit des gens ici, des Syriens ou des Afghans ou quoi que ce soit, c'est à nous de leur tendre la main. Non, mais merci. Merci beaucoup, Walid. Ismaïl, sur la Palestine. Oui, enfin, je rejoins ce que disait l'auditeur à l'instant même, et c'est vrai qu'il faudrait que les Arabes. Bon, c'est pas le cas, il est vrai, et c'est malheureux. Il faudrait qu'ils s'unissent pour cela. Il n'y a qu'à voir l'exemple iranien. Bien sûr. Les Iraniens se sont dotés d'une force militaire, spatiale, et pratiquement économique, parce qu'ils se sont détachés du pétrole, enfin des revenus du pétrole. Et donc, ils arrivent à imposer, on va dire, leur diktat sur le plan international, sur l'échiquier international. L'Iran a son poids, ce qui n'est pas le cas des 22 pays arabes réunis. Ce n'est pas le cas. Quand on voit que les pays arabes sont quasiment effacés par rapport à ce qui se passe, donc se sont contentés de faire des communiqués à la va-vite, nous condamnant les gestes, très lâches, sans pour autant apporter un soutien concret aux Palestiniens. Les Palestiniens maintenant, il est vrai qu'ils se battent comme ils peuvent, mais il ne faut pas oublier que cette population est en train de se radicaliser. Elle se radicalise de plus en plus, parce qu'en face, il n'y a pas des enfants de cœur non plus. Ouais, quand vous avez des colons qui envahissent l'esplanade de la mosquée, de Paris, la mosquée de Aqsa. Voilà, Aqsa. Donc quand on voit que ces gens-là envahissent avec le soutien des Américains, parce qu'une semaine avant, il y avait une délégation américaine qui avait envahi les lieux. Donc c'était un chèque à d'accord qui était, donc ils ont apporté leur caution. Et sous prétexte de fêter la Pessa, c'est une forme de judaïsation qui rentre un peu dans le cadre de la politique de Donald Trump, qui avait donc officialisé Jérusalem comme capitale éternelle de l'État hébreu. On va partir du côté Medjahed et on revient. Tout à fait, on va revenir. Si vous voulez réagir côté pour la Palestine, évidemment, ce sujet qui vous intéresse, 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. On revient dans un instant, la suite du LGF sur France Maghreb 2. C'est la suite du Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami et les chroniqueurs en direct sur France Maghreb 2. Merci Medjahed, merci aux auditeurs. Donc sur cette question de la Palestine, aujourd'hui... Alors on a des auditeurs qui veulent réagir ensuite. Les auditeurs ont la priorité s'il s'agit de parler de la Palestine. Palestine, 01 40 33 9000, on va accueillir Abdel du 92. Bonjour Abdel. Bonjour à l'équipe. Bon, monsieur Mami, moi j'ai une question sérieuse à vous poser. Et j'espère que je vais avoir une réponse assez claire. Alors je m'explique. Voilà, vous avez plusieurs fois entendu monsieur Macron condamner monsieur Assad en disant qu'il fallait qu'il réponde de ses actes. Il a condamné aussi monsieur Poutine, il fallait qu'il réponde de ses actes. Et sauf Israël est exempté, monsieur Bush, monsieur Tony Blair, qui ont fait des crimes de guerre aussi, sont exemptés de ces condamnations par les autorités françaises et l'Europe en général. Et vous qui avez vu plusieurs fois monsieur Macron, est-ce que vous lui avez déjà posé la question qui tue, pourquoi Israël et M. Bush et M. Tony Blair sont exemptés de ces condamnations dans le tribunal de La Haye? Si oui, quelle était sa réponse? Sinon, quand vous allez lui poser cette question qui tue? Alors, première réponse simple. La réaction de M. Macron, de la France et de l'Occident vis-à-vis d'Israël est aussi unanime que celle contre Poutine. En clair, aujourd'hui, comme disait Clint Eastwood, pour amener un brin d'humour, le monde est divisé en deux. Les catégories. Ceux qui creusent et ceux qui tiennent le fusil. et les Occidentaux. Bon, l'abruti le truand, non? Oui. Et les Occidentaux, dans tous ces cas, tiennent le fusil. Et toi, tu creuses. Sauf que, aujourd'hui, c'est lui qui tient le fusil, c'est-à-dire l'Occident, n'est pas sûr d'enterrer, c'est lui qui creuse le trou. Ah, c'est évident. Surtout celui qui creuse le trou, il a des armes. Donc ça, c'était une boutade de réponse. Mais pour redevenir sérieux, il faut lire l'histoire d'Israël, pourquoi et comment Israël a été créé.
et surtout rappeler à tous les auditeurs de France Maghreb 2 que Israël, en tout cas la Palestine, était un choix parmi d'autres. Bien sûr. Il y avait des choix entre 3 territoires. La Serbie, non, il y avait l'Ouganda. Il y avait l'Ouganda, Madagascar, il y a aussi la Sibérie. Voilà, il y avait 3 propositions. L'Arabie Saoudite aussi. Et la solution la plus raisonnable aurait été de leur donner une partie de la Bavière, l'Allemagne, là où ils ont été torturés et tués, parce que les faits sont têtus. Aujourd'hui, je n'ai pas posé cette question à M. Macron, mais je la lui poserai à prochaine rencontre, et je vous promets que je suis pas un garçon qui garde sa langue dans sa bouche parce que il est avec un tel ou un tel. Ce que je dis à la radio, je l'écris dans mes papiers et je le fais dans mes interviews. Et excusez-moi, et comment, un tout petit peu, vous pouvez nous donner un peu ce secret, comment elle sera formulée cette question? Est-ce que ça sera modéré ou ça sera direct comme moi je viens de vous le dire? Comment vous avez posé, vous, votre question? Alors, Monsieur Macron, par exemple, je serai en face de lui. Monsieur Macron, vous a entendu plusieurs fois condamner Monsieur Assad, comme quoi qu'il devait répondre de ses actes. Monsieur Poutine, qui doit aussi répondre de ses actes. Pourquoi ne faites-vous pas la même chose entre Monsieur Bush et Monsieur Tony Blair, qui ont massacré plusieurs millions d'Irakiens? Je vous promets qu'elle sera posée en l'état. Et pourquoi vous ne faites pas la même chose pour aussi Israël, qui massacre des Palestiniens? Voilà. Alors, je vous pose, j'allais dire, faut être réaliste, jusqu'à Bush et Blair, la question sera posée en l'état. Pour le reste, vous savez très bien que dès que quelqu'un pose la question dans votre formule, il est vu immédiatement comme antisémite, et donc, en venant chercher une réponse et une réflexion, eh ben, il se trouve dans une position dans laquelle il ne peut plus ni rencontrer, ni poser d'autres questions. Est-ce que c'est clair? Vous ferez part de sa réponse, sérieusement? Je vous promets. Vous savez, j'ai eu la chance, moi, de poser des questions dans des conférences de presse des différents présidents français. Et une fois, d'ailleurs, j'avais posé une question ici à Monsieur Hollande. Elle doit traîner quelque part sur le web. Et ce sont mes confrères français qui sont venus me dire, me remercier ou me féliciter pour me dire, on avait tous cette question et on n'a pas osé la poser parce que moi je suis à BFM, moi je suis à TF1, moi vous êtes un média libre et indépendant et on peut accepter d'un média indépendant de poser ce genre de questions, pas dans les grands médias. Donc bravo à vous. Alors, mais moi il y a une chose que je veux rajouter. Poser cette question, bravo. Non, mais vous savez, dans la vie, alors tout à l'heure c'était Clint Eastwood, maintenant on va aller chez les Indiens d'Amérique du Nord. Mieux vaut mourir debout que vivre couché. Ouais. Merci, monsieur Mamie. Il y a quand même une chose à rajouter, quand même importante, parce que la question palestinienne en revient souvent. Ouais. Il faut être très clair, parce que les gens ont du mal à comprendre le rapport entre la France, l'Angleterre et ce qu'ils appellent Israël. Ouais. Ça explique. Les choses, on ne demandera jamais, ça explique. On demandera jamais à une mère de condamner son fils. Comment voulez-vous que la France et l'Angleterre, qui se sont mis d'accord pour créer Israël, sur la mauvaise conscience après la Seconde Guerre, pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils attaquent leur propre France? On dit même que les Anglais ont créé Israël pour se débarrasser de leurs propres juifs pauvres. Lord Balfour, c'est ça, qui était un antisémite notoire. Voilà. Lord Balfour, qui était un grand antisémite et qui a fait partie de ce complot. Une information historique, Gamal. Avant Balfour, justement, parce que il y avait un certain médecin donc qui était de confession juive, je crois qu'il s'appelait Liechtenstein, quelque chose comme ça. Il avait adressé un courrier donc à Lord Balfour. Oui, tout à fait. Voilà, lui demandant de lui donner une partie de l'Est saoudien. Donc il a eu une fin de non-recevoir. Et c'est à l'issue, justement, si tu veux, de cette demande, que Balfour avait décidé... Que ce serait la Palestine. Voilà. Merci à vous deux, Chris Bédiat. Je crois qu'on va avoir la dernière page de pub. Et puis, on reviendra sur notre troisième et dernier sujet, les conséquences sur le pays du Maghreb de la guerre en Ukraine. Et je vois que notre amie, la guerrière, est concentrée sur son téléphone. Elle doit communiquer avec M. Mélenchon pour lui donner les conseils pour demain à BFM. Et moi, je vous suggère... Merci d'avoir glissé la petite pub. Demain, effectivement, elle sera sur BFM. Voilà. Et moi, je vous conseille de lui transmettre le conseil que Gamal vous a donné au début d'émission, qu'il dise, à titre personnel, je vote M. Macron, je demande à voter. Par contre, je vous demande en contrepartie de voter pour nous pour aller à la cohabitation. C'est difficile à avaler, mais bon, on peut toujours essayer. Allez, on revient dans un instant.
Christophe sur France Maghreb et France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Nous sommes de retour dans l'émission avec, bien sûr, en direct, Tarek Mami sur France Maghreb 2 et de retour sur votre radio. Et nous terminons donc notre émission par le troisième sujet. Quelles conséquences pour les pays du Maghreb à la suite donc, de la guerre d'Ukraine? Et bien sûr, ces deux auditeurs interviennent. Alors, on a Karim qui voudrait intervenir. C'est sur l'Ukraine et les conséquences donc sur le pays du Maghreb, pas sur la Palestine, pas sur le deuxième tour. Bien. Bonjour. Alors, Karim, bonjour. Alors, Karim au 01 40 30 39 000. Bonjour, Karim. Bon, mais il est parti. Il est parti parce que c'était pour l'un des deux sujets. Alors, on va inverser, Smaïn. Oui. Alors, les conséquences de cette guerre d'Ukraine, nous sommes ici, nous voyons la question de l'inflation, nous voyons des batailles dans les magasins pour l'huile de palme, qu'il n'y en a plus. Qu'en est-il regardez-vous, est-ce que vous regardez la presse du Maghreb en général et d'Algérie en particulier? Oui. Quelles sont les conséquences aujourd'hui? En fait, c'est un peu comme partout ailleurs. Donc, il y a une crise il y a pénurie par rapport aux produits de première nécessité, comme partout d'ailleurs. Mais les pays du Maghreb, notamment la Tunisie et le Maroc, risque de connaître des déboires peut-être pires que l'Algérie, parce que l'Algérie, ce qu'elle avance comme chiffre actuellement, elle dit qu'elle elle a des réserves, elle dit qu'elle peut tenir jusqu'à une année. Il faut espérer que cette guerre aura cessé d'ici là. Mais par contre, pour la Tunisie, qui est pas loin de la famine, malheureusement, on le dit avec dépit, bien sûr. Donc c'est quand même un pays frère. Bien sûr. Et le Maroc, c'est pareil, on l'a vu au mois de février quand il y avait une grève de la faim, quand des gens se sont donc rués sur le marché à légumes et qui ont donc pris les choses de force parce que ils avaient faim, parce qu'ils avaient plus d'argent pour payer leurs denrées. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, les pays maghrébins qui dépendent surtout pratiquement à 40% du blé ukrainien et russe, et ça risque un peu de compliquer les choses. La Tunisie, qui a perdu un peu 25% de ses recettes par rapport au tourisme, elle est aujourd'hui en cessation. Voilà, en cessation. Et l'Algérie lui a avancé donc en février un chèque de 150 millions. Voilà, donc il y a aussi un point aussi très important qu'il faudrait aussi souligner. L'Algérie aussi a accordé donc dans le cadre d'entraide entre les pays frères à la Tunisie de quoi payer les retraites des Tunisiens. Ça, c'est très important. Ouais, pourvu que les Tunisiens s'en sortent, parce qu'il y a quand même malheureusement la Covid, maintenant la guerre d'Ukraine, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent en baver. Et pourtant, ce pays, il a tous les potentiels, tous les atouts pour réussir. Alors, on peut rajouter qu'il y a un bateau qui s'est fracassé sur la frontière tunisienne du côté de Gabès, dans le sud, et qu'on risque une marée noire. Comme de gazole, de gazole. Comme on en a connu ici en France, la Cocodis, et que c'est pas très très loin de Djerba, et donc aujourd'hui la marine tunisienne et les autorités sont en train de tout faire pour limiter la casse, en tout cas vers la direction de Djerba, parce que sinon le dernier potentiel touristique tombe par terre. Gamal, sur les conséquences de la guerre d'Ukraine sur les pays du Maghreb. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, Tebboune, le président algérien, a parlé à Poutine. Oui. Que ce sont des alliés stratégiques depuis très longtemps. Depuis 62. Même avant. Oui, c'est vrai. Depuis 58, voilà. Puisqu'elle l'a accompagné pour son indépendance. Et donc, ce qui se passe, c'est que les Algériens, non seulement n'ont pas de problème en termes de besoins, en termes de liquidité, puisqu'ils profitent à plein régime on est à combien 112 $112 baril. C'est énorme. C'est du jamais vu. Oui, on était à 67 avant la guerre d'Ukraine. Le record du baril, c'était 140 $. Ça n'a pas duré longtemps. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, tout à fait. Ensuite, le gaz était multiplié par 10. Donc l'Algérie, qui devient un exportateur, vraiment, ils ont boosté leurs exportations avec l'Italie, ça a été signé, n'a pas de problème de liquidité. Elle a des réserves de change considérables qui se reconstituent, excédent commercial chronique aujourd'hui autour de 1,6 à 2 milliards, et surtout, l'Algérie a développé son agriculture, elle ne couvre pas tout, mais elle a commencé à compenser les retards. Donc l'Algérie sera approvisionnée par les Russes parce qu'ils ne sont pas du tout en rupture, ils sont en très bon terme et ils se parlent. Oui. Et ils vont peut-être
apporter leur concours pour apporter la paix. Parce et il y a Lavrov qui devrait se rendre à Alger après que M. Lamamra a été lui à Moscou dernièrement. L'Algérie commence à faire jouer sa carte diplomatique et il faut qu'elle le fasse. Ouais. Parce que malheureusement, on l'a déjà fait en Afrique sur le sommet africain et l'acceptation par le seul secrétaire de l'Union africaine, Faki le Tchadien, de la fonction d'observateur d'Israël, qui a été gelé. En tout cas, ça a été gelé. Oui, donc il est arrêté. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui l'Algérie a un coup à jouer. Alors malheureusement, 3 pays du Maghreb dans les 5 qui sont censés être frères, il y a 2 pays qui vont pas bien, effectivement. Bon, je parle pas de la Libye, on sait de l'État. Il y a la Tunisie, parce que la Tunisie a traversé des crises à n'en plus finir, qu'elle a plus d'argent, que le tourisme a chuté totalement, que la Covid était extrêmement violente. Donc la Tunisie va pas bien, parce qu'en plus, même si c'est un pays agricole, il ne couvre pas leurs besoins comme l'Algérie et le Maroc. Il y a la sécheresse aussi. La sécheresse qui a fait mal, en plus, c'est 2 sécheresses consécutives. Et le Maroc, qui, contrairement à la propagande française, n'a jamais été totalement indépendant sur le plan de l'agriculture, c'est faux. Ils ne produisent pas suffisamment de blé, on le sait tous. Et c'est un pays qui a une grande culture culinaire, c'est vrai, mais qui a été frappé par une multiplication aussi pendant 2 ans, Covid et tout le reste. Donc le Maroc va pas bien non plus. Donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, si l'Algérie, qui se comporte comme le grand frère, doit bien se comporter, elle doit apporter